des levées sur des levées sur des levées même pas pour chercher la croissance, même pas la rentabilité. Ce qui veut dire est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de rentabilité intrinsèque à ton modèle? Si tu es franco-français, tu vas quand même avoir beaucoup de mal à construire un gros business qui soit une cash machine. Ouais, des classements des unicorns de 2025 en Espagne, dont la plupart sont déjà plus des unicorns. C'est quoi leur avenir à ces boîtes? Si tu as levé 50, 100, 200, 300 millions, ça se complique. On partage un gâteau de, allez, on va dire la HR Tech en Europe de 10 milliards en 2000 boîtes. Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode d'Espossiblé. Un épisode, on va dire post-mortem, quelque part. On va parler avec monsieur Philippe Gélis, le fondateur de Cantox, de ce qu'il faut comprendre de l'état des startups, des unicorns, de ces boîtes qu'on a beaucoup valorisées dans la période 2018-2022, et où en est ce marché, quelles sont les perspectives qu'on peut leur donner et quelles sont les éventuellement leçons qu'on peut en tirer. Je sais pas, Philippe, si tu veux commencer par les leçons ou commencer par plutôt ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé aujourd'hui à avoir des boîtes zombies alors que ces startups faisaient la une il y a encore parfois 2-3 ans, et puis d'un coup, en fait, la chute a été extrêmement rapide. On a déjà dû voir ça dans le passé, mais c'est spécifique à notre marché, et spécifique probablement à certains patterns qu'on, dévissé. Donc, vaste sujet. Très vaste sujet. Donc, je pense que le problème essentiel, qu'on le veuille ou non, c'est qu'en Europe, on a deux problèmes fondamentaux. On arrive à créer des startups plutôt à grande échelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en crée beaucoup et on les finance plutôt pas mal. Le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de mal à créer des boîtes qui vont avoir des revenus significatifs et on a beaucoup de mal à faire des exits significatifs. Donc si tu prends aujourd'hui, moi je suis plutôt dans le SaaS, donc si tu prends le SaaS comme exemple, des boîtes de SaaS qui font plus de 20-25 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y en a pas beaucoup. Je parle de celles qui sont financées par du venture capital. Hein. Et si tu prends la barre un peu fatidique des 100 millions, alors là, il y en a vraiment encore moins. Or, 100 millions, historiquement, on disait que c'était le montant de revenus qui faisait que tu étais ce que je vais appeler une vraie licorne. C'est-à-dire une licorne qui peut aller en bourse et éventuellement se faire valoriser pour 1 milliard. Ouais. Et donc, quand tu fais face à ces deux problèmes, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de boîtes qui ont été valorisées des montants un peu insensés et qui, au final, ne sont pas du tout capables de délivrer les revenus qu'on attendait. Et celles qui arrivent à délivrer du revenu, même si c'est moins que ce qui était espéré, elles ont de toute façon très peu de chances de se vendre à 1 milliard ou plus de 1 milliard. Donc la problématique, elle est là. Pour moi, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu là qu'on se marre en Europe. On veut faire beaucoup de choses comme les Américains. Le problème qu'on a, c'est que avoir beaucoup d'ambition et lever beaucoup, j'allais dire c'est facile. Alors lever beaucoup peut-être pas, mais avoir beaucoup d'ambition, ou en tout cas en parler, c'est facile. Le problème, c'est quand ton marché, c'est l'Europe et pas les États-Unis, tu as beaucoup de mal à vraiment scaler. Et donc, tu as beaucoup de mal à avoir des gros revenus et donc beaucoup de mal à faire des sorties. Et là, on s'en rend compte aujourd'hui, en fait. C'est le reality check, en fait. Ouais. C'est-à-dire que on a cru que ces boîtes-là pourraient scaler à l'exemple des Américaines en Europe, dans le monde. Donc, on leur a donné une valo de facto très élevée sans être vraiment réaliste de cette situation-là. Il y avait un point quand on a préparé cet épisode, plus exactement quand on l'a enregistré la première fois, c'était de revenir sur un peu les bases du capital, du VC, du capital risque, parce que ce qui cloche un peu dans le système, c'est aussi à quoi sert l'argent des VC, d'où est-ce que ça vient, et qui est aussi une des réponses à pourquoi est-ce que ça merde un peu aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'écroule, parce qu'en fait, en dehors du fait qu'on puisse pas forcément scaler à une échelle internationale, il y a aussi la valeur qu'on crée fondamentalement quand on est un logiciel de SaaS versus ce qui a été les pionniers de la Silicon Valley qui ont donné lieu à la structuration de ce monde de VC. C'est un bon point. Un autre problème fondamental, à mon sens, c'est que on crée peu de boîtes vraiment innovantes. C'est-à-dire, si tu reviens... Finalement, je ne suis pas un expert à l'écosystème, je ne connais pas toutes les boîtes, mais parmi les rares boîtes qui ont vraiment scalé au niveau global et qui ont fait des gros exits, tu as Criteo. Criteo, ils ont inventé ce qu'on peut appeler le retargeting, pour faire simple.
Mais donc, c'est vraiment un truc qui a été inventé par eux. Très vite, ça a été une machine à cash. Donc, ça a scalé très vite au niveau global. Ça inclut les États-Unis, ça inclut l'Asie. Et donc, ils ont fait une IPO avec succès. Mais des boîtes qui créent vraiment une technologie innovante comme ça, on en a très, très peu en Europe. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être hyper disruptif pour avoir du succès. Si tu prends la FinTech, par exemple, tu as Adyen, qui vaut, je ne sais plus, peut-être 50 milliards aujourd'hui, qui est une boîte de paiement, mais qui au final a été créée il y a 15 ans, par une équipe très expérimentée qui avait déjà créé une boîte de paiement, qui l'avait revendue et qui voulait faire un truc beaucoup plus ambitieux. Tu as une boîte comme Wise, ex-TransferWise au UK, qui est cotée, qui vaut 9 ou 10 milliards. C'est pas nécessairement très, très innovant, mais c'est très bien exécuté. Et donc, ça atteint une très grosse échelle. Là, il y a le revenu et les profits qui font que ça peut valoir 10 milliards. Mais qu'on le veuille ou non, il y en a très peu des cas comme ça. Donc, c'est pas en faisant la copie de la boîte américaine et en étant un acteur local ou en étant sur 2-3 pays, parce que très souvent, quand tu prends les boîtes tech françaises, il y en a quand même beaucoup pendant longtemps, leur succès, en particulier les B2B, c'était d'aller vendre à d'autres startups qui avaient levé beaucoup de pognon. Donc, tu avais l'impression que tout allait bien parce que tu avais tout un tas de clients très rapidement. Sauf que quand l'écosystème va moins bien, ces boîtes-là elles sont plus clientes. Et puis, quand il faut aller vendre à l'étranger, entre guillemets, c'est plus les gens que tu connais, c'est plus tes petits copains. De suite, c'est plus difficile. Ouais. Donc, si tu veux, tu as eu de l'attraction en France, tu as levé pour conquérir l'Europe. Au bout d'un moment, en fait, si tu arrives à marcher dans un marché ou deux, c'est déjà extraordinaire. Sauf que pour justifier ta valo, en fait, il faudrait conquérir toute l'Europe. Ouais. Et c'est là qu'une fois de plus, qu'en fait, la réalité, tu la prends en pleine face. Et c'est vrai que on reviendra, je pense, pas mal sur la conquête d'autres marchés, parce que c'est aussi quelque chose que tu as connu avec Cantox. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est notamment la profitabilité. C'est-à-dire que les boîtes qui ont vraiment réussi, même historiquement, on prenait l'exemple dans la Silicon Valley, dans les puces électroniques, dans Intel, dans ce genre de boîte, c'est que non seulement il y avait une technologie de rupture, ce qui est quand même pas le cas du SaaS, même à quelques exceptions près, où c'est plutôt des cas d'usage, et puis il y avait des profits très rapides. Là, il y a aussi un fait qu'on a vu des levées sur des levées sur des levées, même pas pour chercher la croissance, même pas la rentabilité, ce qui veut dire est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de rentabilité intrinsèque à ton modèle ? Ou est-ce que c'est une des explications ? Non, pour moi, il y a deux choses très différentes. Une, c'est d'avoir un business où la rentabilité, elle n'est pas très claire. C'est-à-dire, tu dis oui, dans 5 ans, avec l'échelle, quand j'aurai scalé, j'aurai fait x5, je serai rentable. Un peu léger. Mais c'est quand même beaucoup ce qu'on a vu. Et après, tu as le problème des boîtes. Enfin, tu as des boîtes qui ne sont pas rentables parce qu'elles veulent grossir très vite, mais qui clairement pourraient l'être immédiatement. Et c'est quand même deux choses très différentes. La réalité, c'est que dans les dernières années, il y a beaucoup de boîtes qui ont vendu la rentabilité à long terme alors qu'elle n'était pas claire du tout. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Surtout parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes, en fait, tu te rends compte que la valeur de ce qu'ils offrent fait que le client n'est pas prêt à payer tant que ça. Que quand le marché se normalise et que le client il commence un petit peu à comparer, il se rend compte qu'en fait, il y a des solutions souvent aussi bien, ou peut-être plus simples, mais aussi bien, et moins chères. Donc en réalité, c'est là que tu te rends compte si tu as un produit qui n'est pas vraiment très innovant, au final, le client, il peut faire son choix, et le jour où il fait son choix, tu commences à te battre sur le prix, et quand tu te bats sur le prix, la rentabilité que tu avais envisagée 5 ans avant, devient difficile. Ouais. Enfin, l'idée de la tech, c'est quand même un peu comme tu disais, à la base, c'est qu'à terme, les boîtes qu'on finance deviennent des machines à cash. Ouais. Machines à cash, ça veut dire des rentabilités de 20-30%. Quoi. De la vraie rentabilité, la bottom line, pas les bidas qui étaient un peu trafiqués. Pas le cash EBITDA, pas les nouvelles notions qu'on a créées en vrai. Mais la vraie rentabilité. Et ça, justement, on n'y arrive pas. Mais c'est étonnant parce que c'est quand même ça qui a impulsé ce marché, qui lui a donné d'ailleurs de la valeur aux yeux de tout le monde. Et en fait, la plupart des boîtes qu'on a financées ont été incapables d'arriver à ça parce qu'intrinsèquement, soit leur modèle ne marchait pas, soit c'est ce que tu disais, elles avaient la possibilité de l'être, mais elles ont voulu cramer pour grossir. Et c'est ça qui pervertit le modèle, du coup. Pour moi, on en revient à la problématique de marché. C'est-à-dire que tu peux créer des boîtes américaines qui sortiront jamais aux États-Unis et qui deviennent des grosses boîtes, des belles boîtes rentables, qui peuvent aller se vendre ou se faire coter. En Europe, pour construire quelque chose de gros... en France, par exemple, il faut déjà devenir quasiment pan-européen. Ouais. Si tu es franco-français, tu vas quand même avoir beaucoup de mal à construire un gros business qui soit une cash machine. En tout cas, ce n'est pas un business ou difficilement qui va se financer avec de l'argent de VC. C'est plus des business... Bon, tu peux faire un très business angel, faire un petit tour, mais si c'est un business qui va être national,
il doit être en grande partie autofinancé rapidement. Ouais. Si tu lèves avec du VC, par défaut, il va falloir être, peut-être pas pan-européen, mais en tout cas multimarché assez rapidement. Sinon, je veux dire, l'équation, elle ne fonctionne pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Et c'est là que vouloir copier les Américains, c'est souvent une erreur. Parce qu'en fait, eux, rien qu'en conquérant leur propre marché, ils peuvent déjà faire un gros succès. Ouais. Et ça, c'est le problème aussi, même, mettons que des boîtes qui avaient un business model, la conquête, alors ça, c'est quelque chose que tu as vécu à Contox, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à conquérir, ou qu'est-ce qui fait qu'on y arrive, ou quelle est la problématique d'arriver à conquérir justement d'autres marchés quand on est un petit acteur européen? La réalité, déjà, c'est que l'Europe, bien qu'il y ait la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et autres, il y a quand même des différences culturelles énormes. Donc, selon ton business, nous, on était par exemple dans le B2B, tu te rends compte qu'il y a des marchés qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Ouais. Par exemple, l'Allemagne en B2B, c'est un marché toujours compliqué. En particulier si tu vends des acteurs un peu grands. Si tu fais du B2B, mais tout petit, qui ressemble à du retail, c'est peut-être différent. Mais quand tu vends à des boîtes qui sont des grosses PME, des ETI, voire des large cap, vendre en Allemagne, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, en Allemagne, SAP est le leader de très très loin. Salesforce n'a jamais percé. Alors que Salesforce, c'est quand même... le mastodonte mondial. Complètement. Dans la fintech, c'est pareil. Tu vois, par exemple, tu vas sur le marché UK, il y a beaucoup d'utilisateurs potentiels avec une vraie expertise dans la finance, alors que le reste de l'Europe, en particulier le Sud, est très peu éduqué financièrement. Donc, faire des succès pan-européens, c'est très compliqué, que ce soit du B2C ou du B2B. Mais le problème, c'est que si tu lèves beaucoup, par défaut, tu es censé être pan-européen à moyen ou long terme. Ouais. Et la difficulté, elle vient de là. Si tu ne deviens pas pan-européen, tu ne pourras jamais justifier ta valo. Et donc tu finis par te retrouver justement reclassé à être un petit acteur local. Et là arrive le problème de la capitalisation, parce que il y a des boîtes qui n'avaient pas de business model. Il y avait pas de path to profitability très clair. Il y a des boîtes qui en avaient, mais qui ont levé sur l'illusion de la pan-européanité et qui se retrouvent petit acteur sur un marché, du coup ultra valorisé, et à être un petit acteur local, ce qui n'est pas en soi si mal, mais le problème vient de la capitalisation dans ces cas-là. Si tu es un petit acteur local et que tu as levé quelques millions, ça peut tout à fait fonctionner. Ouais. Si tu as levé 50, 100, 200, 300 millions, ça se complique. Ouais. Parce qu'en fait, tu ne justifieras jamais ta valo, donc tu deviens d'une certaine manière invendable. Et vu que c'est quand même compliqué d'aller en bourse, en tout cas en Europe, les portes de sortie deviennent difficiles. Donc, qu'est-ce qui te reste? Probablement à essayer de faire du build-up. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ouais. Parce qu'au final, ça te donne l'impression que tu deviens plus gros, éventuellement pan-européen. Mais c'est pas simple non plus, parce qu'un build-up bien fait avec des boîtes qui sont, entre guillemets, valorisées raisonnablement, ça peut marcher. Si tu commences à faire ça avec des boîtes qui étaient survalorisées à un moment, c'est plus compliqué. Mais pourtant, est-ce que c'est pas la seule... quitte à ce que les actionnaires se voient dilués, c'est pas la seule solution? Est-ce que justement, on rentre pas dans... Est-ce que tu crois dans la possibilité de build-up pan-européen, justement, pour répondre à cette problématique qu'une boîte locale de France n'ira pas chercher l'Europe? Est-ce que des fonds travaillent à faire en sorte de prendre ce qui sont redevenus petits acteurs européens pour faire des vrais acteurs mondiaux? Je pense qu'il y a une tendance dans ce sens en ce moment, mais une fois de plus, ça va beaucoup dépendre des valeurs de base. C'est-à-dire si l'acteur qui est censé consolider le marché, il était énormément survalorisé, c'est quand même toujours compliqué d'aller faire du build-up en pensant que ça va être la solution magique. Ouais. Si tu étais peut-être un peu survalorisé, mais pas tant que ça non plus, et que tu as la possibilité de racheter des boîtes locales à des prix relativement attractifs et donc de construire quelque chose de plus gros à long terme, ça peut fonctionner. C'est une alternative. Je ne pense pas que ça va solutionner le problème de 90% des boîtes. Je pense que ça restera marginal. Du coup, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces 90% des boîtes notamment, alors tu parlais du classement des unicorns de 2025 en Espagne, dont la plupart sont déjà plus des unicorns. C'est quoi leur avenir à ces boîtes? C'est une bonne question. J'en parlais avec un VC français il y a 2 semaines. En France, je crois qu'il y en avait 25 unicorns. Ouais. Quelque chose comme ça. Moi, je pense que raisonnablement, aujourd'hui, il y en a 5. Ouais. Peut-être 7 ou 8, mais je ne pense vraiment pas qu'on arrive à 10. Ben, qu'est-ce qui va leur arriver? Je pense que soit à un moment, les VC vont accepter, entre guillemets, de prendre leur perte
Et donc, entre guillemets, ils vont faire un write-off et la boîte continuera à fonctionner, elle va être capitalisée différemment et au final, elle se développera comme une PME peut le faire. Soit, au bout d'un moment, tu finis par la vendre à une valo qui, au final, fait que tu auras perdu une grosse partie de l'argent. Mais sachant qu'avec les liquidation preference, il y a quand même une vraie protection pour les VC. Donc, je pense que ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui finiront par vendre leur boîte et tout l'argent reviendra au VC, en fait. Ouais. Oui, parce que le liquid pref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'investisseur met 10 millions en disant, en cas de vente, les 10 premiers millions sont à moi et tu peux prendre le reste. C'est ce qui a déjà donné lieu à beaucoup d'exits où les entrepreneurs ne gagnaient rien, en fait, à part avoir beaucoup bossé. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça... Enfin, genre cette tendance, du coup, même à l'utilisation du VC, est-ce que ça va avoir un effet? Est-ce qu'on est, par essence, un peu amnésique? Ou est-ce que tu crois que il y a un changement dans l'écosystème entrepreneurial où on se méfie de l'argent des VC, où on veut plus le faire, on veut monter... Voilà. C'est quoi l'avenir de l'entrepreneuriat, on va dire, à court terme, pour toi? L'être humain est amnésique par défaut. Ouais. On se rappelle des bons moments, on oublie les mauvais. Je pense que ça fait partie de la stratégie de survie naturelle de l'être humain. Je pense qu'au final, la faute, elle est énormément partagée. Parce que moi, les gens qui te disent, les VC ont mis trop d'argent, ils ont fait n'importe quoi. Je dis, attendez, il y a beaucoup de gens qui en ont pris de l'argent. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cynisme dans l'écosystème. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont survendu leur boîte, fait du storytelling pour prendre des gros secondaires, en sachant que leur boîte, elle ne tenait pas debout, en fait. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de cynisme côté entrepreneur aussi. Moi, je pense simplement ce qu'on va moins voir à moyen terme, c'est... ce que moi j'appelle un peu les touristes, c'est-à-dire les entrepreneurs, le marché était super hot, il y avait de l'argent dans tous les sens, on arrivait, on avait un joli CV, une belle idée, on disait qu'on avait travaillé une telle start-up, on levait du pognon rapidement. Pour peu qu'il y ait un million de traction, on faisait une série A après, voire une série B, et puis pendant 5 ans aussi, on était entrepreneur, et on passait sur BFM et tout était génial, tu vois. Je pense que ceux-là, ils vont disparaître, entrepreneurs. Ouais. Mais ceux qui aiment ça, ceux qui sont passionnés, et ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui ont vraiment la vie, ils seront toujours là. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie des cycles. Il y aura moins d'enthousiasme, ça fait aucun doute. Mais une fois de plus, il y a eu la crise de l'an 2000. Après 2008, c'était quand même difficile aussi. Donc ça fait partie des débats d'un écosystème et d'une économie en général. Oui, et en soi, les VC se sont ajustés en n'excitant pas cet écosystème. Du coup, ils redeviennent... je sens qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement attentistes et que ça a été une classe d'actifs qui a été survalorisée. Alors qu'on sait qu'on investit, le return potentiel, il est à 10 ans et pas à 5. Il est très hypothétique. On s'est tous un peu menti, en fait, pendant cette période. Je pense que, une fois de plus, on revient au problème de base. On n'a pas assez de grosses sorties en Europe. Ouais. Donc, en fait, le problème qu'on a, c'est que on a mis beaucoup d'argent dans le VC en Europe. Bon, je vais exclure certains VC, il y en a peu, mais européens qui ont aussi un pied aux États-Unis, ils sont un peu différents. Mais les vrais VC européens, à partir du moment où tu n'as pas beaucoup de grosses sorties, si tu fais rentrer beaucoup d'argent d'un côté, mais qu'il n'y a pas les grosses sorties de l'autre, au bout d'un moment, tu te retrouves un peu au milieu du gué. Tu n'as pas trop d'alternative. Le problème de fond, c'est déjà le cas, mais on n'en parle pas encore énormément, c'est que tu as beaucoup de VC aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire de sortie. Ça veut dire que ils n'arrivent pas à rendre l'argent. Si tu n'arrives pas à rendre l'argent, tu as du mal à lever le prochain fonds. Tu as aussi un autre problème, c'est que des VC qui ont des boîtes qui ne sont pas nécessairement mauvaises en portefeuille. Donc quand tu regardes les multiples théoriques et les TRI théoriques sur les rendements théoriques, ils sont bons. Mais en fait, comme ils n'arrivent pas à vendre de boîtes, les retours de cash ne sont pas du tout là. Ouais. Donc, tu vois, je voyais un fonds que je ne citerai pas, mais qui est plutôt un bon fonds. Je crois qu'ils ont... Je ne sais pas, ils ont lancé un fonds en 2015 ou 2016. Le retour théorique, il est bon, mais ils ont rendu, à l'heure actuelle, je crois, 0,6 ou 0,7 fois l'argent investi. Ouais. C'est qu'en 10 ans, ils n'ont même pas rendu l'argent qui avait été investi. En théorie, ils devraient faire quelque chose comme... fois 2,5, tu vois, s'ils vendaient les boîtes de leur portefeuille. Mais la réalité, c'est qu'après 10 ans, si tu es investisseur, tu as récupéré 0,6. Alors qu'en théorie, un fonds VC, c'est 10 ans, plus un an, c'est 12 au max. Et ça, c'est un VC qui est plutôt pas mal. Ouais. Tu as beaucoup de VC qui sont moins bons, donc ceux-là, ça va être probablement encore plus compliqué. Je pense qu'en fait, il y a eu
trop de VC et trop de nouveaux VC et trop d'argent par rapport à la taille du marché et la taille des sorties. Et trop de création de boîtes, parce que c'est vrai que ça serait intéressant d'interroger la nouvelle génération qui vient après celle qui a été un peu bernée par cette Biberonnée. biberonnée et bernée quand même par l'entrepreneuriat facile. C'est qu'il y a aussi eu trop de boîtes pour adresser des sujets similaires. Moi, je vois l'exemple, même si qui est du marché qui a été équipé, c'est par exemple la HR Tech, où tu te retrouves avec 500 boîtes. C'est les cadrans qu'on voit passer parfois sur LinkedIn. Tu vois. Je suis sûr qu'on pourra remplir ce mur de noms et de logos de boîtes similaires. Et tu dis, en fait, ce qui va pas, c'est qu'à un moment donné, on a un peu oublié le rationnel. C'est dur d'être omniscient. Mais le rationnel d'un marché, même s'il a des besoins, c'est évident, il a un potentiel de gain pour l'entreprise relativement limité. Donc, on partage un gâteau de, on va dire, la HR Tech en Europe de 10 milliards en 2000 boîtes. Donc c'est compliqué. Mais ça ne m'étonne pas parce que si tu au bout d'un moment, quand le marché était super porteur, ça recrutait à tout va. Les boîtes étaient prêtes à faire n'importe quoi pour recruter. Donc si tu veux, payer un logiciel de HR Tech, ça faisait du sens. Ouais. Quand le marché arrête de recruter parce que tout va mal, la HR Tech, c'est compliqué. Ouais. Mais je trouve qu'au-delà de ça, je trouve que les use cases, les points auxquels adressent ces technos, surtout ça les rend un peu trop comparables quelque part. Donc oui, le pain point existe, mais les solutions, on a l'impression que c'est toutes les mêmes. Enfin, c'est pas pour cracher sur la HR Tech, mais je trouve que c'est un marché qui est assez symptomatique de l'afflux d'argent pour régler un problème qui était temporaire. Parce que c'est un marché aussi où, soyons clairs, c'est un software d'HR Tech, ça n'a rien de complexe, il y a très peu de barrières à l'entrée. Donc si tu veux, c'est plus facile de se lancer là-dedans que dans des SaaS beaucoup plus complexes. Ouais. Tu peux te lancer dans la HR Tech avec une petite équipe, tu peux démarrer à petite échelle. Enfin, je veux dire, c'est relativement simple. Ouais. Donc, évidemment, moins il y a de barrières à l'entrée, plus tu as de concurrents. Plus tu as de concurrents, plus c'est dur de grossir. Plus c'est dur de grossir, moins tu fais de revenus. Et donc, c'est dur qu'il y ait des beaux exits. Ouais. Non, mais si tu veux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois, au bout d'un moment. Ouais. Et ça répond à une logique assez claire. Mais du coup, aujourd'hui, on a une période troublée par tout semble aller mal. Où est-ce qu'elle est la tendance, le marché porteur, la réflexion, tu vois, la manière dont il faut se dire, ok, on est amnésique, mais si on doit changer 2-3 choses dans notre réflexion pour qui veut monter une boîte, et peut-être que ce sera bientôt ton cas, c'est quoi les composantes? Comment est-ce qu'on peut tirer profit de ces 4-5 dernières années un peu folles, allez, presque 10 dernières années un peu justement hors de contrôle et hors de propos? Je tendance à penser que déjà, il faut monter des business avec une certaine forme de complexité qui devient une barrière à l'entrée. C'est-à-dire, tu vois, dans l'IA aujourd'hui, en fait, on voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, tu as des boîtes qui se lancent dans l'IA, en réalité, elles ne font que repackager et remarketer une technologie créée par un autre. Certaines ont des super tractions, jusqu'à quand ça va durer. Ouais. Donc, moi, je ne suis pas du tout un expert de l'IA, mais c'est un bon exemple. Moi, je pense que si tu veux créer une boîte et que ce soit un succès à long terme, il faut donc un produit qui apporte une vraie valeur ajoutée pour lequel le client il est prêt à payer, mais surtout assez de complexité, de barrière à l'entrée pour faire que ton business, tu peux le développer, tu peux te défendre des concurrents et que donc, pour reprendre ton exemple, il n'y aura pas 2000 boîtes qui vont se partager un marché à 10 milliards. Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais j'ai envie de dire, en tout cas, c'est mon avis, la complexité, c'est un peu ton ami quand tu es entrepreneur. Ouais. Si tu fais un truc tout simple, sans barrière à l'entrée, dès que ça marche, tu as du monde qui arrive. Oui, mais c'est ce qui fait, si tu prends rétrospectivement le succès de Quantox, c'était, vous avez réussi à créer cette barrière à l'entrée. Comment est-ce que ça s'est justement déclaré? C'était une volonté ou est-ce que c'est en avançant Nous, après avoir démarré avec un produit relativement simple qui était, on va dire, de l'achat-vente de devises B2B, low cost, on a décidé, parce qu'on voyait le marché évoluer, on se disait à long terme, être low cost, c'est pas un bon positionnement. Il peut y avoir un ou deux gros acteurs low cost, mais tu peux pas en avoir beaucoup plus. Souvent, c'est des acteurs qui ont levé beaucoup et qui ont investi beaucoup. Ouais. Donc, on a décidé de manière vraiment proactive de se recentrer beaucoup plus sur de la technologie avec beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, on a développé un software connecté avec des API aux ERP des clients qui automatise toute la gestion du risque lié aux devises. Donc, c'est un produit complexe parce que d'un côté, tu as le SaaS que tu vends à ton client. D'un autre côté, il faut être connecté
au marché financier, au marché des devises, pour exécuter des opérations de manière automatisée. Donc ce mélange de finance de marché et de software fait que c'est un produit très compliqué. Alors quand c'est très compliqué, c'est aussi souvent plus difficile à vendre et plus difficile à scaler. Mais c'est une énorme barrière à l'entrée, tu as très peu de concurrents, voire pas de concurrents. Et donc, tu construis un business beaucoup plus solide parce que même si tu crois moins vite, ben comme dit Warren Buffett, il parle toujours du moat. Le moat, c'est cette sorte de tranchée qu'il y a autour des châteaux forts à l'époque pour se protéger des assaillants. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu construis des business où vraiment c'est robuste et donc vient un moment où ça devient rentable, voire très rentable parce que ben voilà, tu as quelque chose qui est assez unique et que tu peux défendre. Alors, c'est peut-être moins vrai dans d'autres business, B2C en particulier, ou en tout cas la manière de construire la barrière à l'entrée est différente. Mais la logique de construire une barrière à l'entrée, pour moi, elle est essentielle dans le business. Et ça va. Et ça, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. C'est évidemment, tout le monde parle d'IA en ce moment, mais c'est de se dire l'IA, vendre de l'IA, c'est vraiment ce qui a justement le moins de barrières à l'entrée, parce que tu vends un truc que tu as pu faire plus facilement qu'il y a 10 ans. Donc, par définition, j'entendais cette phrase, d'ailleurs, à chaque nouvelle release d'OpenAI, il y a 200 à 300 boîtes qui meurent. Mais alors, du coup, Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes d'IA, pour moi. En fait, ce sont simplement des équipes ou des boîtes qui comprennent suffisamment l'IA pour aller vendre de l'IA à ceux qui ne comprennent rien à l'IA. C'est des boîtes de vendeurs, en fait. Ouais. C'est des boîtes de commerçants. C'est-à-dire, ils prennent un truc qui est fait par OpenAI, qui est fait par Grok, je sais plus, tous les grosses boîtes d'IA. Et comme de l'autre côté, il y a des millions de gens ou de boîtes qui ne comprennent rien, eux, ils vont te vendre le produit du tiers, ça. Ouais. Est-ce que c'est soutenable à long terme ? Certains y arriveront, la plupart vont mourir. C'est évident. Mais du coup, à l'ère de l'IA, et je pense que ce sera ma dernière question, mais c'est comment est-ce que l'IA ne fait pas tomber toutes ces barrières à l'entrée ? Non, je ne pense pas du tout. Moi, je suis pas du tout... je crois pas du tout dans tout le storytelling actuel de l'IA, que l'IA va remplacer à peu près tout. Les Américains, c'est génie pour vendre du rêve et pour vendre des grandes histoires et pour te les faire payer très cher. Aujourd'hui, tu commences... Si tu écoutes aujourd'hui les grands experts de l'IA, c'est-à-dire les gens comme Luc Julia, qui est une superstar française, Yann Lequin, qui est une autre superstar française et d'autres, ils te disent tous, il faut arrêter. Il y a zéro intelligence dans l'IA. Le mot intelligence est faux. C'est pas d'intelligence. C'est des gros volumes de données avec des algorithmes qui, grâce à ces volumes de données, sont entraînés pour te ressortir, on va dire, des outputs qui peuvent être un texte ou une voix de qualité. Ça donne l'impression que l'IA peut te répondre à n'importe quelle question. En fait, ce n'est vrai que quand la réponse à la question, elle existe déjà. Et elle est tellement, entre guillemets, robuste que l'IA peut te la pondre rapidement de manière à peu près claire. Donc, c'est assez extraordinaire en termes de rendu, mais il y a zéro intelligence. Donc, penser que l'IA va pouvoir remplacer 80% des jobs, comme le dit McKinsey. Parce que McKinsey, ils ont envie de vendre des projets. Ben, McKinsey, c'est le bon exemple des gens qui comprennent un peu l'IA, qui vont la vendre à tous les gens qui ne comprennent rien. Donc, ils vont t'expliquer que l'IA va changer la face du monde en 10 ans. L'IA va changer beaucoup de choses, mais elle ne va pas tout changer. Donc, moi, je ne crois pas du tout, personnellement. Et une fois de plus, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs de pioches au milieu. Et je pense que dans 10 ans, le marché de l'IA il sera très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y aura quelques très gros acteurs, quelques petits, et il y aura la plupart qui auront disparu. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui te vendent n'importe quoi. Ouais, et qu'on attend la maturité pour être... Pour que justement tous ces espèces d'intermédiaires pendant la prise de maturité vont disparaître. Donc c'est plutôt, en fait, on a plutôt un message optimiste de se dire, ok, si on doit retenir des leçons malgré notre côté susceptible de tout oublier, c'est la leçon à retenir, c'est qu'il faut créer des barrières à l'entrée, c'est qu'il faut essayer de mitiger son apport à capital extérieur, parce que quand la situation se retourne, liquid pref et autres, on peut se retrouver sans rien. Et 2, en fait, est-ce que le manque de liquidité... 3, le manque de liquidité dans les reventes fait qu'on n'a pas plutôt intérêt à essayer de viser la rentabilité day one, quitte à pas revendre sa boîte, même si c'est le rêve que caresse beaucoup de monde. Mais en fait, le marché ne peut pas absorber toutes ces volontés de revente. Donc le marché en Europe, il absorbe assez facilement des ventes à 50, 100, 200 millions. Si on parle de boîtes qui ont déjà un revenu qui fait du sens en termes de multiples, et un produit, je dirais pas nécessairement unique, mais en tout cas un bon produit.
Dès que tu commences à passer ces montants-là, ça devient vraiment compliqué. Et si tu es à plus d'1 milliard, je ne vais pas dire de bêtises, mais si tu enlèves, donc je parlais à Adyen, Wise, quelques introductions en bourse, donc Criteo aux US, des boîtes comme ça, des boîtes européennes qui se vendent à plus d'1 milliard. Historiquement, il y en a eu une dizaine. Ouais, même peut-être pas. Bon, si tu quittes les IPO, tu vois, par exemple, en France, il vient d'y avoir une IPO pas mal qui était une boîte qui était backée par Ardian, j'ai oublié le nom. Ils font des cartes interactives, en particulier pour la marine, si je ne me trompe pas. J'oublie toujours leur nom. C'est une boîte qui est cotée depuis quelques mois, qui a un parcours boursier tout à fait correct. C'est un peu plus d'1 milliard, mais c'est une boîte qui fait un chiffre d'affaires de peut-être 80 millions ou 100 millions, grosso modo. Et des exits à 1 milliard de boîtes européennes, c'est-à-dire vendues, rachetées par un industriel ou par une boîte tech. Ouais, à voir. Tu dis 10, je suis vraiment pas certain. Ouais, on vérifiera parce qu'effectivement, ça veut donc dire que c'est un peu qui tout double. Soit tu réussis les US, qui ont une ratio encore plus faible, mais au moins il y a une possibilité d'exit. Ou alors il faut céder entre 50 et 100 millions et pas essayer d'aller chercher plus loin. La vente moyenne, je crois, en France, c'est 25 millions. Ouais. Je crois que c'est un rapport. Entre 25 et 30, ouais. Je crois que c'est un rapport d'Avolta Partners qui a dit ça, c'est 25-30. Donc ça te donne quand même une idée. C'est-à-dire que dès que tu commences à passer les 25-30, tu es déjà au-dessus du cut. Ouais. Quand tu passes les 5 millions, il n'y a plus grand monde. Ouais. Donc il faut bien comprendre, en fait, les entrepreneurs souvent ne se rendent pas compte de ça. Plus ta valo est haute, moins tu es vendable. Ouais. Alors qu'ils ont l'impression que c'est du succès d'avoir une valo élevée. Alors si tu fais un gros secondaire, c'est un demi-succès. Tu es un peu conflicté parce que tu veux une grosse valo pour prendre le plus gros chèque possible, mais plus ta valo est élevée, moins tu as de possibilités d'exiter. Ouais. Tu vois, toutes les unicorns françaises qui sont encore unicorns, il y en a quelques-unes. Je suis curieux de voir comment elles vont exiter, à quel valo. Ouais. Alors, leur seul objectif, c'est de l'IPO. Où, comment, quelles conditions, quel trajet boursier ensuite parce que, mais tu vois, les IPO, après, tu prends une boîte comme Wise, c'est une boîte qui a fait son IPO, elle est déjà quasi globale. Ouais. Tu prends Adyen, quand ils font leur IPO, c'est déjà probablement la boîte de paiement en ligne la plus globale et la plus grosse au monde. On ne parle pas de boîtes qui sont françaises avec un ou deux marchés à côté. Tu vois, on parle de boîtes qui sont déjà des leaders mondiaux. Donc, c'est quand même une différence significative. Ouais, bien sûr. Oui, évidemment, parce que ça dicte aussi leur trajet boursier. Alors, voilà, on va rester sur la barrière d'entrée que je retiens. Ne pas se surévaluer trop vite parce qu'on se le reprend dans la tronche, et puis quand même un peu de pragmatisme, c'est-à-dire même en ayant les meilleures volontés du monde, votre exit moyen sera de 25 à 30 millions si vous êtes une boîte française, j'imagine moins pour l'Espagne, et c'est déjà très bien, mais c'est vrai qu'il faut revenir de ce rêve pour reconstruire des business un peu plus pragmatiques. On oublie souvent que l'écosystème aux États-Unis s'est construit petit à petit. Ouais. Aujourd'hui, on voit les méga exits, mais la réalité, c'est un écosystème qui se construit depuis 60 ans à peu près. Ouais. Alors que nous, on a commencé, il y a 10 ans, tu dirais? Non, je dirais un peu plus quand même. On peut dire les années 90, quand même, le plus gros succès français. Enfin, je ne sais pas si on peut encore dire ça le plus gros. Celui qui était le plus gros succès français pendant longtemps, c'était Business Object, qui s'est introduit, je crois, au Nasdaq en 95, je ne sais pas une bêtise, et puis qui est racheté par SAP quelques années après pour 6,5 milliards. Donc ça, on peut dire que ça reste un des plus gros succès français, peut-être même le plus gros toujours à date. C'était 95, bon, c'était un peu un ovni, mais des succès de cette taille, c'est quand même rare. Et on parle d'une boîte qui est rentrée dans le marché de Business Intelligence, on l'appelait à l'époque, au tout début de ce marché-là, qui est parti aux US très vite, qui a eu du succès aux US très vite. Donc on parle quand même d'un cas particulier, tu vois, qui très vite devient un leader international, qui attaque le marché américain, qui a du succès là-bas. Et ça, c'est une des composantes qui fait que ton succès passe par les US, qui est quand même très compliqué et pas offert à tout le monde. Et voilà. Donc revenons sur notre petit marché en espérant que l'Europe arrive à générer des champions au moins locaux. Parce que... et si tu veux devenir global, il faut de plus un produit qui est assez unique. Tu vois, Spotify, c'est un bon exemple. Spotify, au final, ils ont gagné face à Apple Music, Amazon Music, mais à la base, c'est quand même un produit qui est vraiment exceptionnel, qui est très différent. Très vite, ils deviennent globaux. Pendant longtemps, ils ont souffert en termes de rentabilité parce que c'est compliqué avec les majors, négocier les royalties, ces trucs-là. Mais au final,
c'est un super succès global. Ça démarre de Stockholm, hein, qui est un bel écosystème. Mais je veux dire, ça démarre d'un petit marché, mais très vite, hein, ils sont multinationaux, ils sont européens, ils sont mondiaux. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Philippe. Pas mal de leçons à retenir. Et puis, écoute, on attend les nouvelles du marché. On croise les doigts.